Moi, ça fait depuis bientôt 20 ans que je fais du jeu de rôle, puis j'en ai vu de toutes les sortes. Fait qu'aujourd'hui, les 5 types de games que j'ai me jeté, MJT, DMé, que j'ai mené, Colin. Je sais pas comment on dit ça, MJT. Comment vous dites ça? Oui, écoutez, je pense que ça fait quasiment plus de 20 ans maintenant que je fais du jeu de rôle et j'ai essayé d'identifier les types de parties de jeu de rôle que j'ai menées. Parce que l'idée, c'est que il n'existe pas une façon de jouer à Donjon Dragon, au jeu de rôle en général. Il y en a de plein de types, puis il faut connaître son public. Il faut savoir c'est quoi le genre de partie auquel tu vas t'attabler, parce que si on n'est pas sur la même longueur d'onde, on va se casser les dents. Il va y avoir des déceptions, puis ça va nuire au plaisir de tous les participants. Puis c'est pas ce qu'on veut. On veut avoir du fun, on veut que ça soit simple, on veut y retourner, on veut que ça soit une activité qui nous permette de nous évader. Fait que oui, identifiez bien le public, quelle table vous allez affronter. Alors moi, petit partage personnel, les 5 tables que j'ai vues, les 5 types de tables. Les grosses tables, les petites tables, les tables basses, les tables à cartes. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Le genre de rassemblement, l'énergie qu'on retrouve dans la partie de jeu de rôle. Donc, la partie de jeu de rôle standard pour moi, c'est la partie casual. La partie standard, la partie du jeudi soir. Ça, c'est le genre de partie que tu vas faire une fois semaine, toujours le même jour, toujours le même monde. C'est tes pantoufles. C'est l'endroit où tu peux être relax. L'endroit où c'est pas grave si ta préparation n'est pas à la hauteur. Moi, ce que j'adore dans les parties casual, c'est que tout le monde est là uniquement pour enregistrer ses heures de vol, faire évoluer un personnage sur le long terme. Fait qu'on sait qu'on est là pour longtemps, puis on le sait que c'est pas grave, que c'est pas toutes les sessions de jeu qui ont besoin d'être extraordinaires. Puis c'est ça, moi, qui me plaît. C'est le bon repas confortant, réconfortant, confortable, le fameux petit plat mijoté là, que tu manges à toutes les semaines. Ça ne me dérange pas de remanger cette macaroni-là. Cette recette-là, elle me plaît. Moi, ma recette de ma partie casual, c'est de trouver un module de jeu. Fait que ça peut être une aventure préécrite qu'on trouve dans le commerce, La tombe de l'annihilation, Rime of the Frost Maiden, Iron Gods, Curse of the Crimson Throne, 2 aventures de Pathfinder première édition qu'on a roulées. Puis ça, c'est mes parties casual. Ce que j'aime, c'est que ça me demande beaucoup moins de préparation. Et les joueurs sont conscients que comme cette partie-là est récurrente, il va y avoir des éclairs de génie spontanés, mais il va aussi y avoir des parties où on traverse le marais. Ça, c'est une expression pour dire, parfois, là, on arrive dans une part de l'aventure qui est peut-être un peu moins excitante, on est un peu plus installé. On va vivre une expérience qui est peut-être un petit peu plus cérébrale, moins émotive. On va faire des combats, explorer des donjons, on va avoir des petits... des appréciations, des sourires en coin de bouche, mais qui vont peut-être être un petit peu moins excitants. Ça a l'air d'être négatif quand je dis ça, mais moi, en même temps, ce que j'aime du fait de ne pas se mettre la pression dans une partie casual, d'être extraordinaire à chaque fois, c'est que ça me permet de vraiment continuer à faire ça une fois semaine sans me brûler. Parce que ça, c'est la pire affaire pour un maître de jeu. C'est quand tu as l'impression que chaque partie doit être plus extraordinaire, plus incroyable. Bien, ça devient rapidement drainant, puis ça fait que c'est pas possible à tenir sur 2, 3, 4, 5 années. Il va falloir qu'il y ait certaines parties qui soient plus relaxes, puis qui vont te permettre aussi des fois d'explorer, d'expérimenter. Moi, mes affaires homebrew bizarres, c'est dans ma partie casual que j'amène ça. Je sais que mes joueurs, ils ont cette conscience-là, qu'on est là pour être un petit peu plus tranquille, un peu plus relax. Fait que quand j'arrive en faisant « Hey, j'ai inventé une mécanique homebrew », on essaye ça à soir dans la campagne. Souvent, c'est là que les joueurs sont comme « Oh, OK, cool ». Puis eux-mêmes, c'est leur occasion d'explorer des personnages qui vont être un petit peu moins... t'as moins la pression que ton personnage soit extraordinaire. Parce que tu peux amener ton concept de multiclasse brisé tant qu'elle est viable sur plusieurs sessions. C'est pas bien grave. Ton personnage peut mourir. Tu vas en faire un autre parce qu'on va être là jeudi prochain, puis l'autre jeudi. Fait que la partie casual, sachez-le, moi, je pense que ça prend ça. Dans la vie d'un bon MJ, c'est tellement agréable, c'est le fun.
Puis le moins de pression c'est, le plus de plaisir on a. Deuxième type de table que j'ai me jeté. Dites-vous vraiment ça, j'ai l'impression d'essayer d'utiliser, comme un Français qui utilise une expression québécoise qui n'est pas tout à fait sûr si c'est ça l'expression, là. Me jeter, est-ce que c'est une vraie expression? Je ne sais pas. Deuxième type de table que j'ai dirigé, c'est la partie spectaculaire. La partie spectaculaire, là c'est là où tu sors ton style de maître de jeu grandiose. Ton meilleur set, tes meilleures miniatures, tes meilleurs concepts, tes twists, tes personnages flamboyants. Moi, souvent, cette partie-là, je vais le faire pour une occasion spéciale. Soit un one-shot avec des gens que je veux impressionner, ou un actual play. Par exemple, si vous faites un podcast ou si vous jouez devant public, si vous avez cette chance-là de vous organiser pour présenter votre partie de jeu de rôle devant un public ou dans une convention spectaculaire, bien là, c'est là qu'il faut que tu sortes ton grand jeu. Fait que souvent, j'ai un cahier où je note mes idées les plus spectaculaires. Un combat, par exemple, qui serait vraiment épique. Puis soit je l'utilise dans un combat de boss final de ma partie casual, ou je la garde pour mes actual plays, mes podcasts qu'on va filmer sur la chaîne Etu Game. Moi, ce que j'aime à ce moment-là, c'est que il faut mettre la table dans un contexte où ça va te pousser, où tu n'auras pas le choix d'être à ton meilleur. C'est ça qui est intéressant d'être devant le public, c'est que tu as cette pression-là où tu te dis, là, il faut que je trouve une twist, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose de drôle. Un personnage qui va vraiment être, où je vais mélanger des concepts vraiment absurdes à l'intérieur. J'ai fait une vidéo récemment sur ce qui peut rendre un personnage ou une campagne unique. Fait que vous pouvez vous en inspirer. Mais c'est là, je pense qu'on ne peut pas avoir 10 campagnes spectaculaires. Parce que c'est les campagnes qui brûlent, qui drainent. Puis de faire un actual play, ça peut mener à ce sentiment-là d'être brûlé, de ne plus avoir d'idées, d'avoir sorti tout notre meilleur. Mais en même temps, c'est un super beau défi comme MJ. Puis moi, c'est le genre de campagne, d'aventure, qui me fait le plus progresser, qui me pousse aussi à sortir de ma zone de confort, à aller explorer d'autres genres d'émotions, puis à incarner les personnages. Moi, dans les parties spectaculaires, j'ai pas de problème à mettre de la pression à tout le monde, de faire des voix de personnages. Une partie casual, ça me dérange pas que les gens font juste décrire, mais une partie spectaculaire, tu veux voir des personnages. Fait que pour les inciter à ça, je vais créer des voix de personnages. Des fois, je vais même utiliser des accessoires ou des costumes. Je vais inviter les gens à peut-être s'habiller comme dans une esthétique qui ressemble un peu à l'univers qu'on explore ou aux personnages qu'ils ont créés. C'est vraiment le genre de partie dans lequel on veut se dépasser. Puis même si vous ne voulez pas nécessairement faire votre podcast, je comprends ça, sachez qu'il y a quand même un petit thrill excitant qui renouvelle l'expérience quand on se dit « Hey, sais-tu quoi? On va le streamer. » Cette partie-là, on va la mettre en ligne, puis même s'il y a juste 5 personnes qui regardent, le simple fait que l'événement soit filmé, ça va nous pousser à avoir un décorum différent, puis on va être vraiment sur notre X, sur notre meilleur. Le troisième type de partie que j'ai roulé périodiquement dans ma vie, c'est les parties avec mes amis ou ma famille. Puis tu sais, c'est le genre de partie que tu fais avec des gens que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Tu retrouves la nostalgie de l'époque où tu menais une partie de jeu de rôle, puis tu avais 16 ans, que tu connaissais rien, qu'il n'y avait pas vraiment de décorum de jeu. On pouvait arrêter pour manger des burgers en plein milieu de la game. Ça, la partie avec mes amis puis ma famille, il faut que ce soit drôle. Il peut y avoir de l'alcool, il peut y avoir de la nourriture. On peut arrêter pour aller dans la piscine. Tu comprends? C'est la partie où, s'il n'y a pas de finale narrative intéressante et satisfaisante, c'est pas grave. C'était une occasion pour nous de nous réunir, tous ensemble, de jouer à ce bon vieux jeu qu'on jouait quand on était jeune, mais il y a zéro pression. Puis je pense que ça, là, c'est un mindset qui est difficile à atteindre pour certains maîtres de jeu parce qu'on met du temps dans nos games. C'est pas le fun quand quelqu'un, finalement, au milieu du truc est comme « Hey, puis toi, comment ça va finalement, là, la nouvelle maison? » Tu sais, mais dans une partie, avec la famille et les amis, c'est important. Il faut qu'il y ait un temps pour rattraper le temps perdu. C'est un événement social. C'est pas, il n'y a personne qui n'a rien à prouver. C'est vraiment pour passer du temps avec des gens qu'on aime. Fait que oui, il faut prévoir, avant de commencer la partie, un long moment où on va
prendre la bière, on va parler, on va discuter, rattraper le temps perdu. Puis c'est pas grave si ça commence en retard. C'est pas grave si vous n'avez pas le temps de faire ce que vous aviez préparé. Puis c'est surtout pas grave si la partie se termine sur un cliffhanger qu'on sait qu'on finira jamais parce qu'on ne reverra jamais cette gang-là avant 7 ans plus tard. C'est parfait comme ça. Puis moi, c'est aussi les parties que j'ai qui sont les plus mémorables parce que c'est des gens que j'aime, puis j'aime ça passer du temps avec eux. Puis si le jeu de rôle peut être le catalyseur ou le jeu de société pour qu'on se retrouve dans une même pièce des années plus tard, ben je dis awesome. Le quatrième type de table, et c'est peut-être une de mes tables préférées, c'est les tables de débutants. Fait qu'imaginez, soit des gens qui n'ont jamais joué, ma gang de théâtre qui sont comme « Hey, c'est quoi le jeu de rôle? On pourrait-tu jouer à ça? » Ou des enfants. Quand je l'ai montré, par exemple, à mes enfants, à moi, le jeu de rôle, ou des voisins qui ont l'âge de mes enfants, et on a fait une petite campagne. Fait que vraiment, les campagnes avec des néophytes qui connaissent rien de rien. Ils ne savent pas la différence entre un D20 et un D12. Moi, j'adore. J'adore, c'est mes parties préférées parce que tout est possible. Tu peux sortir tous les classiques. Tu n'as pas besoin d'être original. Tu peux faire, vous rencontrez dans une taverne, vous devez tuer des gobelins. Toutes ces affaires-là, pour eux, c'est frais, c'est nouveau, c'est extraordinaire. Juste le sentiment pour un joueur débutant de « Attends, je pourrais vraiment faire n'importe quoi, là. » Oui! Ça, là, cette étincelle-là dans leurs yeux, c'est ce que j'aime voir. Fait que j'ai des classiques, j'ai des petits one-page dungeons que j'utilise, des donjons sur une page, pour présenter le jeu à des gens qui n'ont jamais joué. Il y a un scénario de Pathfinder que j'aime beaucoup faire qui mêle enquête, mystère, combat, roleplay, qui est un super bon scénario que je vais mettre dans la description pour ceux que ça intéresse. Fait que ça, de le faire avec des débutants aussi, ce que j'aime, c'est que tu n'as pas cette pression-là de tout connaître les règles. Puis c'est la façon la plus simple aussi pour toi de te débarrasser du sentiment de devoir être parfait comme maître de jeu. Je pense que c'est vraiment important, au moins une fois dans ta carrière de maître de jeu, que tu te dis « OK, ben, je vais passer le hobby à quelqu'un. » À mes amis de la job, à des amis qui ont des enfants qui veulent découvrir le hobby. Ça, là, je trouve que c'est tellement beau parce qu'on crée des nouveaux passionnés. Puis de juste ouvrir ce hobby-là, de faire comme « Hey, regarde, on peut tout faire ça. Maintenant, c'est entre vos mains. Si vous avez le goût de continuer, vous pouvez. » C'est tellement beau, c'est tellement pur. Fait que non, moi j'adore les parties avec des débutants. Puis hey, tu peux jouer n'importe comment. Il n'y a personne qui va te reprendre en faisant « Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas lancer 2 sorts lors du même round, même si l'un d'entre eux est en action bonus. » Il n'y a personne qui va te dire ça. Tu es vraiment le maître de la partie dans ce genre de game-là. Et finalement, c'est les one-shot random de convention. Fait que ça m'est arrivé à quelques moments de participer à des événements pour mener des scénarios. On m'a demandé de mener, par exemple, un truc dans un épique de jeu de rôle, où est-ce qu'il y avait plusieurs tables qui vivaient la même aventure. Puis c'est vraiment, vraiment le fun. Il faut vraiment aussi, dans ce genre de table-là, que tu te mettes ton cerveau en mode grand public. Tu ne sais pas c'est qui est autour de la table. Fait que c'est peut-être pas le moment de sortir tes blagues un petit peu olé ou des thématiques un peu trash puis délicates. On est là avec des gens qui partagent peut-être différentes affiliations politiques, différents âges, différents intérêts. Fait qu'il faut essayer d'être le plus rassembleur possible. Après ça, tu vas peut-être découvrir des gens qui partagent tes goûts nichés. Mais je pense que c'est important d'être aussi le plus proche possible des vraies règles du jeu à ce moment-là. Tu sais, je pense que c'est comme un devoir d'arbitre. Moi, j'essaie de me mettre le plus neutre possible. Oui, je vais faire des blagues. Oui, je vais quand même avoir l'énergie de Pierre-Louis quand j'anime ce genre de partie. Mais c'est quand même important que si tu mènes une partie de Dungeon Crawl Classics, que tu ne te mettes pas à changer toutes les règles juste parce que tu es comme là, j'ai le goût d'être un petit peu. Moi, je suis de même. Je joue free for all, mais tu sais, il y a des gens qui viennent pour jouer à ce jeu-là. Ils viennent jouer à DCC ou ils viennent découvrir le jeu Donjon Dragon 5e édition. C'est peut-être pas le moment d'explorer puis de faire du homebrew. Peut-être qu'il y a un joueur qui connaît super bien les règles qui va être vraiment déçu de son expérience parce que lui, c'est ça qu'il voulait venir jouer. Les vraies bonnes règles de Donjon Dragon 5e édition. Fait que ça nous pousse à être peut-être un petit peu plus by the book. Mais c'est intéressant aussi parce que ça soudainement fait travailler notre cerveau de façon différente. À être un petit peu plus cartésien, un peu plus ordonné. Puis
Puis comme maître de jeu, ça aide toujours de connaître aussi les règles. Puis quand un joueur me corrige sur les règles en convention, j'ai toujours tendance à faire « Ah oui, oui, t'as raison, absolument ». Ça ne détruit pas l'histoire. Les règles peuvent aussi vous servir à faire avancer les choses dans une direction logique, intéressante, malgré tout. Comme c'est des one-shots, souvent, Adventure League, les conventions, ça vous pousse aussi à gérer le temps de façon un peu plus efficace. Fait que préparez pas toutes des grosses affaires. Tombez pas dans du gros roleplay qui prend toute la place. Oui, bien sûr, le roleplay, c'est le fun, mais on a un temps donné. Il faut finir à 4 heures. On finit à 4 heures. Fait que moi, c'est beaucoup là où je l'ai appris, là, en animant des événements, en menant des parties où est-ce qu'on a un chrono où il faut finir à telle heure. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à gérer ma gestion du temps. C'était les 5 types de parties que j'ai menées. Vous, je suis curieux, avez-vous identifié d'autres genres de parties que vous avez menées peut-être dans votre carrière? Je trouve que d'avoir une étiquette, une boîte, une catégorie, ça m'aide aussi à préparer en conséquence. Je ne préparerai pas une partie de convention de la même façon que je vais préparer ma partie casual du jeudi soir ou une partie spectaculaire des Game. Fait que oui, je pense que c'est une bonne façon pour vous d'aiguiller votre préparation et votre style de jeu. Fait qu'on se retrouve dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que là, et là, on est vraiment rendu proche du 7000 puis je pense qu'on y arrive. Là. Fait que donnez une go, parlez-en à vos amis. Puis si vous voulez m'entendre encore parler pendant plus longtemps de jeux de rôle, allez voir le masterclass sur itch.io. Le lien est ici quelque part. C'est moi qui parle de ma vision du maître de jeu. Puis c'est une douzaine de vidéos là, avec des parties analysées, commentées. C'est vraiment le fun. On a reçu full de beaux commentaires depuis qu'on l'a mis ouvert au public. Mais là, il faut quand même payer 40$ pour l'avoir. C'est cher là, faire un masterclass. On avait loué une place. Il a fallu faire descendre Pépé de Québec. On lui a payé son autobus.